Imaginez-vous un instant sur la côte sauvage de Terre-Neuve face à l'Atlantique. Il y a un endroit qui s'appelle l'Anso Meadows. Puis là-bas, se cache un des plus grands mystères de l'histoire du continent. Un secret qui a complètement changé notre vision des choses. Quand on marche sur le site, on voit tout de suite ces 8 bosses gazonnées qui n'ont pas l'air naturelles du tout. C'est pas juste des petites collines formées par le vent. Alors, la question se pose, c'est quoi exactement ces formes bizarres qui regardent l'océan depuis 1000 ans? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, allons droit au but. Ces bosses de terre, ce sont les fondations de Leifsbudir, le seul et unique campement viking jamais confirmé en Amérique du Nord. On parle d'une présence européenne ici des siècles, oui, des siècles avant Christophe Colomb. C'est vraiment ici que l'histoire du continent a pris un virage complètement fou. Entre 1961 et 1968, les archéologues se sont mis au travail et ils n'ont pas trouvé juste une petite cabane, non. Ils ont déterré les restes de 8 bâtiments distincts. On parle donc pas d'un simple refuge, mais d'un véritable petit village organisé. Et la structure du camp est juste fascinante. On a 3 grandes maisons longues, typiques des Vikings, où plusieurs familles pouvaient vivre. Autour, il y avait des bâtiments spécialisés, une forge pour le métal, un atelier pour réparer les bateaux, des hangars. Mais le détail le plus révélateur, c'est l'absence totale de murs de protection. Ça nous dit qu'au début, du moins, ils se sentaient plutôt en confiance dans ce nouveau monde. Mais qui vivait là, au juste? Les experts estiment qu'il y avait entre 60 et 90 personnes. Et attention, on ne parle pas seulement de guerriers. C'était une petite communauté complète, avec des hommes, des femmes et même des enfants, à des milliers de kilomètres de la maison. Pour survivre, il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. C'était une machine bien huilée. Les hommes s'occupaient des gros travaux. Couper les arbres, réparer les navires, travailler à la forge. Les femmes, elles, étaient au cœur de la vie du camp. Elles filaient la laine, cuisinaient le phoque et le saumon, réparaient les vêtements. Même les enfants avaient leur rôle et aidaient en ramassant des noix et des petits fruits. Mais pourquoi faire un voyage aussi dangereux? La réponse devient évidente quand on compare. Le Groenland, d'où ils venaient, c'était une terre rude, avec un sol pauvre et presque pas d'arbres. Le Vinland, par contre, c'était l'abondance, des forêts à perte de vue, des noix, des baies. Le bois, surtout, avait une valeur inestimable pour eux. Et ça nous amène au point central de toute cette histoire. L'Anso Meadows, ce n'était pas un projet de colonisation pour s'installer pour de bon. Non, c'était plutôt une base d'opération, un camp de travail saisonnier, optimisé pour une seule chose, extraire les ressources et les ramener au Groenland. La preuve la plus éclatante de ça, c'est la forge. C'est le seul endroit connu en Amérique du Nord où on a travaillé le fer avant l'arrivée de Colomb. On y a trouvé une centaine de clous de style viking, mais attention, petite nuance très importante, ils ne faisaient pas fondre le minerai qu'ils trouvaient sur place. Ils avaient amené avec eux des lingots de fer du Groenland pour réparer leurs outils. C'était un atelier de maintenance, pas le mine. Et juste à côté de la forge, il y avait l'atelier naval, logique. Les traversées de l'Atlantique, ça maganait pas mal leurs gros navires de charge, les fameux Nord. Cet abri était donc essentiel pour les remettre en état, une condition de base pour la survie et le succès de leur expédition. Pendant des décennies, on se demandait, mais quand exactement tout ça a eu lieu? La réponse est venue non pas des vieilles légendes, mais de l'espace. Une découverte scientifique incroyable a permis de savoir l'année exacte de leur présence. Alors, comment ça marche? C'est absolument génial. En l'an 993, une tempête solaire monstre a frappé la Terre. Ça a laissé une trace radioactive, une sorte de signature de carbone 14, dans les anneaux de croissance de tous les arbres sur la planète. Les scientifiques ont trouvé cette fameuse signature de 983 sur des morceaux de bois du camp. Après ça, il suffisait de compter les anneaux qui ont puissé après. Ils en ont compté 28. Faites le calcul, 993 plus 28, ça nous donne exactement 1021. C'est l'année où les arbres ont été coupés. Une précision à couper le souffle, vraiment. Avec cette date précise en main et en combinant ça avec les autres indices, on peut enfin trancher. La nature de ce site devient limpide. Il ne faut pas se tromper. Tous les indices pointent vers un campement temporaire. L'occupation a été courte, on pense entre 3 et 10 ans, gros maximum. On n'a trouvé aucun cimetière, ce qui serait impensable pour des gens qui s'installent pour de bon. Pas de silo à grains non plus, l'objectif était clair et net, exploiter les ressources, pas de fonder une nouvelle société. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Vikings n'étaient pas seuls au Vinland. Un dernier chapitre, un peu plus sombre, était sur le point de commencer, avec l'arrivée d'autres personnes. Les vieilles sagas scandinaves racontent que des Skrellings, c'est le nom qu'ils donnaient au peuple autochtone, ont fini par se montrer.
Et on a la preuve de ces contacts, la découverte de noix de carrier sur le site, une sorte de noix qui ne pousse pas du tout dans ce coin-là, confirme qu'il y a eu des rencontres, peut-être même du commerce avec des groupes autochtones qui vivaient plus au sud. Et c'est là que le mystère redevient total. Comment ça s'est passé, ces premières rencontres entre deux mondes? Est-ce que ça a été pacifique, avec du troc, comme le racontent certaines légendes? Ou est-ce que la méfiance et l'incompréhension ont rapidement mené à la violence, forçant les Vikings à plier bagages? La question, elle, reste ouverte.